La TFM, Soir d'Info. La suite, on parle de la rencontre entre le président Trump et des présidents africains, dont le président Bassirou Diomaye Faye. Et nous avons le plaisir de recevoir le professeur Yankhoba Seydi, spécialiste de la géopolitique du monde et auteur de Libéralisme, une affaire de philosophie et de liberté, une histoire de libération. Bonsoir professeur. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également le professeur François Durper, spécialiste des questions internes, des relations internationales à l'université Cergy Paris. Bonsoir professeur. Bonsoir, chef. Merci d'être en ligne avec nous. D'abord, on commence avec vous. Comment situez-vous cette initiative dans le panorama actuel des relations internationales entre les États-Unis et l'Afrique? Assiste-t-on à un repositionnement clair de la politique américaine sur le continent avec cette volonté affichée par l'administration Trump de multiplier les deals, professeur François Durper? Oui, Chérif, c'est une rencontre très intéressante et vous imaginez bien qu'il y a au-delà d'une simple photo de famille. Le premier enjeu, je dirais que c'est une manière pour Trump de dire fini l'aide, place au business. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'il vient valider finalement une évolution qui avait cours depuis quelques années, depuis 2021. Je vous rappelle que 10 000 projets de santé ont été suspendus. Dans un pays comme le Libéria, l'aide est représentée 2,6% du PIB. Donc vous imaginez un petit peu la différence que cela fait. Le deuxième enjeu, c'est qu'on sait maintenant clairement ce que Trump a dans la tête quand il pense à l'Afrique. Il l'a dit, l'Afrique c'est riche. Ça veut dire riche pour Donald Trump. Quand il parle du Sénégal, il pense gaz sénégalais. Quand il pense Gabon, il ne pense pas population gabonaise ou PME gabonaise, il pense minerais gabonais. Et donc c'est très important de constater que Trump voit l'Afrique comme une réserve de minerais pour l'Amérique. Et son intérêt, c'est d'évincer la Chine et la Russie de ce secteur. Il y a un troisième point qui est très intéressant et qui a moins été évoqué, un enjeu, je dirais, un peu plus caché. C'est la proposition qui est faite par Donald Trump aux dirigeants africains qu'il a rencontrés d'accueillir des migrants. C'est un peu une sorte de diplomatie du troc. Nous allons faire des affaires, mais accueillir des migrants dont nous ne voulons plus. Alors imaginez un vol charter de nuit qui atterrit discrètement à Monrovia ou à Dakar, avec à bord des hommes et des femmes débarqués d'Amérique et qui parfois n'ont pas la nationalité du pays et qui sont sans attache dans le pays où ils arrivent. C'est très intéressant, vous avez parfaitement raison, puisque parallèlement à cette rencontre, on a appris dans le Wall Street Journal que le département d'État américain avait transmis au Sénégal et aux autres pays participants une demande pour héberger des migrants expulsés. On va en parler, mais restons sur le premier point, à savoir que Trump privilégie donc, le commerce à l'aide. Et cette rencontre est donc une rencontre marqueur. Pourquoi? Dans la mesure où, lors de son premier mandat, il ne s'est pas vraiment s'intéresser à l'Afrique. La question est pour le professeur Saïdou, pour moi, chéri. C'est pour vous, c'est pour vous. Ah d'accord, merci. Oui. Alors, je dirais que là, Donald Trump, effectivement, c'était même pratiquement inédit, un président qui ne fait même pas semblant de s'intéresser à l'Afrique. Il y a deux données fondamentales. La première donnée, c'est de se dire, je ne m'intéresse pas à l'Afrique, mais si la Chine s'y intéresse, si la Russie s'y intéresse, c'est qu'il y a nécessairement un enjeu de puissance internationale et pourquoi pas un enjeu de business. Oui. Donc voilà un peu le cheminement de Donald Trump. Puis le deuxième point, c'est que, on a quand même parlé à Donald Trump, il y a quand même une organisation, une administration américaine avec un bureau Afrique, avec des conseillers. On sait que ces relations avec l'administration ne sont pas toujours les meilleures, mais là, Donald Trump a clairement bougé en se disant, si je peux, pour les intérêts de mon pays, construire une diplomatie, pourquoi pas. Mais attention, il va falloir être extrêmement vigilant. Encore une fois, c'est un test de souveraineté pour Donald Trump.
ce qu'il a en tête, c'est très clairement les profits américains, l'intérêt des États-Unis d'Amérique et aucunement celui de l'Afrique. Vous restez avec nous, bien entendu, professeur François Durper. Professeur Seydi, en tant que spécialiste du monde anglo-saxon, comment interprétez-vous cette approche transactionnelle du président Trump? Mais il ne faut pas être surpris puisque Trump vient lui-même du monde du business. C'est vrai qu'on retient de lui que c'est un homme des médias, c'est vrai. Il faut voir comment il fait ses mises en scène, même les rencontres au bureau ovale. Il y a toujours une très bonne dose de mise en scène qui montre la dimension médiatique de l'homme. Mais il vient principalement du monde des affaires. Et il croit fondamentalement que les relations, même politiques, stratégiques, tout cela doit se fonder sur la tactique que lui amène avec lui du monde des affaires. C'est pourquoi, dans la façon même de procéder, le fait de recevoir déjà ces pays qui, il faut le reconnaître sans chauvinisme bien sûr, ne sont pas quand même les plus grands pays d'Afrique sur le plan économique, voilà, c'est ça. Mais le fait de les recevoir déjà, à mon avis, c'est une façon pour Trump de pousser un pion pour mettre un peu la pression sur les autres pays à se dire mais tiens, pourquoi pas nous? Et eux vont se mettre justement dans une logique de chercher à rencontrer Trump. Et de cette façon-là, il va s'imposer pour maintenant, puisque c'est vous qui demandez, allez, venez, et il va négocier en force. Trump ne fait rien, on l'a pris pour... voilà. Mais non, c'est pas de la gnognotte ce qu'il fait, tout est bien calculé, c'est très cohérent, c'est réfléchi, même si souvent il ne donne pas l'air, mais tout est bien réfléchi. Et du coup, cette façon d'être transactionnel sur tout ce qu'il fait, mais et puis la façon d'écraser. Il y a une photo quand même qui a fait le tour du monde. Le fait de voir les chefs d'État debout, lui assis, et lui contrairement à ce qui s'est passé lors de la visite sous Barack Obama. Voilà. C'est assez parlant selon vous. C'est très parlant simplement parce que lui qui est dans une logique de montrer que c'est le patron du monde, les États-Unis, le pays le plus puissant au monde, économiquement parlant, avec un PIB nominal de plus de 22 trillions de dollars, rien à voir. Un budget militaire qui fait plus de 960 milliards de dollars, qu'il veut d'ailleurs amener à 1000 milliards de dollars. Et tout cela, tout est gargantuesque chez les Américains. Et Trump cherche à amplifier tout cela, et parce que c'est ça qui entre dans l'oreille de sa base MAGA. Et du coup, il a besoin de montrer qu'au bureau ovale, c'est lui le président. Vous avez vu comment il a, on va dire, exécuter certains chefs d'État. Je n'ai pas nommé Zelensky et autres. Bien sûr. Là, donc, que ces gens-là, ces chefs d'État soient debout derrière lui, pendant que même certains de ses collaborateurs sont assis, c'est une façon de montrer que c'est lui le patron. Et déjà, il vient... Ça veut dire qu'en négociation, et déjà, il commence en force. Déjà. La question maintenant est de savoir comment tirer profit de cette, pardonnez-moi l'expression, de cette mégalomanie. Intéressons-nous d'ailleurs au discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a tenu un discours marquant, on peut le dire, devant Donald Trump, lançant un appel clair aux Américains pour investir dans le numérique et les ressources minières du Sénégal. Comment analysez-vous le discours flatteur? Peut-être il a été bien aussi briefé sur l'ego du président américain. Que pensez-vous de ce discours? Non, je pense que ces conseils ont très bien travaillé, puisque tout le monde a vu ce qui se passe souvent au bureau ovale, et que Trump, c'est le genre qui aime être, on va dire, flatté. Encensé. Voilà. Et quand vous le faites déjà, vous avez vu déjà même à l'OTAN, le patron de l'OTAN, Big Daddy, mais ça c'est quand même, voilà, il aime c'est-à-dire qu'il aime être le maître du jeu, celui qui fait bouger tout, et puis voilà, au centre du monde. Et là, je pense que le président l'a bien compris, les autres aussi semblent l'avoir bien compris, puisque la partie du discours
où on pense que c'est lui qui mérite d'être le prix Nobel. Oui. Pour moi, tout cela participe de cette dynamique d'encenser, de flatter. Bon, c'est quand même un peu... cette partie, à mon avis, est un peu décevante, mais ils ont compris qu'il faut vraiment l'encenser, il faut le flatter, comme le corbeau et le renard, et puis voilà, on aura tout ce qu'on veut. Voilà, Professeur François Durper, comment analysez-vous ce discours du président Bassirou Diomaye Faye, le discours flatteur? Est-ce que c'est stratégique finalement? Oui, il faut. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Saïdi. Il est tout à fait intéressant de flatter Donald Trump. Enfin, j'allais dire que c'est une manière nécessaire mais pas suffisante d'obtenir ce que l'on cherche. C'est-à-dire que quand vous flattez Donald Trump, eh bien vous évitez des ennuis, mais ça ne garantit pas nécessairement que vous obteniez nécessairement ce que vous cherchez. En fait, ce qui est sûr, c'est que en diplomatie, il y a une partie émergée, une partie immergée. C'est un peu comme un iceberg. La partie que l'on voit, c'est la partie la moins intéressante. Mais c'est parfois, pour Donald Trump en tout cas, qui est très intéressé par les questions d'image et par sa base MAGA, comme le disait le professeur Saïdi, il parle à l'opinion américaine. Cette partie émergée, cette partie visible, elle est fort intéressante. Alors quand vous êtes un chef d'État, vous n'avez pas intérêt à vous opposer à Donald Trump dans ce domaine-là, dans celui de l'image. En revanche, la partie, j'allais dire, immergée, c'est-à-dire à l'intérieur de l'iceberg, quand on va discuter les choses, il faudra être extrêmement vigilant sur 3 bases. Les contrats qui vont être passés, quel secteur, quelle clause, quelle répartition des bénéfices. Un contrat, je le rappelle souvent, ça peut être un levier, ça peut être aussi une camisole. Deuxième chose, le secteur privé local aura-t-il sa place? Ou assisterons-nous à une alliance entre des élites étrangères et des élites locales sans effet d'entraînement pour les pays sénégalaises? Et enfin, l'équilibre social. Supprimer l'aide internationale, supprimer l'aide américaine, d'accord, mais vous avez The Lancet qui a annoncé que d'ici 2030 pour l'Afrique, c'est 14 millions de décès à prévoir, et considérable. Donc cet équilibre social, il est très important, et donc il est finalement de la responsabilité des gouvernements africains, du gouvernement sénégalais en particulier, bien d'être extrêmement vigilant dans sa relation avec les États-Unis de Donald Trump. Vous savez, les États-Unis, c'est une démocratie, même si parfois elle est fébrile. Eh bien, on peut se dire qu'il faut peut-être faire le dos rond. Pour avoir un espoir de négocier plus tard avec un président qui sera sans doute beaucoup plus ouvert à une politique, j'allais dire, moins directement liée à des questions de force ou simplement de prestige. Oui. Bassirou Diomaye Faye a salué les efforts de paix de Trump, notamment en République démocratique du Congo. Cette action des États-Unis en faveur de la paix, particulièrement, professeur François Durper, souligne en RDC et qui semble être liée à l'accès aux ressources, peut-elle s'élargir et s'appliquer, on ne sait jamais, à d'autres régions du continent, notamment au Sahel, qui fait face aujourd'hui à d'énormes difficultés sécuritaires et humanitaires. Quelles seraient, selon vous, les conditions d'une telle extension et quels pourraient être les impacts, surtout dans cette optique de deal? Alors, ça paraît quand même assez compliqué, parce que lorsqu'on définit une politique, il faut avoir le long terme et il faut avoir une vision de l'ensemble des enjeux géostratégiques. Vous avez souligné que Donald Trump a mis en valeur ce récent accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et effectivement, il a dit ça mériterait sans doute un prix Nobel de la paix pour moi. En fait, ces équipes ont très bien travaillé. Mais je vous donne quand même un exemple. Vous ne pouvez pas définir une géostratégie pour l'Afrique, une vraie relation et un vrai partenariat entre la première puissance du monde et le continent africain, si vous ignorez que le Libéria est un pays anglophone. Il a quand même dit au président Joseph Boakai, votre anglais est très correct. Alors, pour une personne dont la langue maternelle est l'anglais et le Libéria est un
anglophone, c'est quand même assez étonnant. Et il a quand même dit à un autre président, d'où venez-vous? Je ne me rappelle plus exactement. Si vous voulez, ça laisse quand même un songeur sur le long terme et sur la capacité de Donald Trump d'avoir une politique au long cours pour l'Afrique. Oui. Et ça mériterait évidemment d'avoir beaucoup plus de sérieux. Oui. Alors, il y a un bureau Afrique qui travaille, c'était l'objet de ma thèse, il y a une politique américaine au long cours, mais Donald Trump, souvent, ce sont des coups. Donc là, il y a j'allais dire, un coup de pomme, mais derrière, la politique, ça nécessite beaucoup plus d'attention et d'intérêt, et notamment d'intérêt pour les populations avec qui l'on traite. Absolument. Professeur Seydi, j'aimerais insister avec vous sur un point, parce que ça me semble extrêmement important, c'est que nous avons assisté dernièrement à une visite XXL du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine, avec des appels clairs à l'investissement massif chinois au Sénégal, et simultanément, on voit aujourd'hui le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, appeler les Américains à investir dans des secteurs plus ou moins similaires. On connaît la guerre commerciale entre ces deux puissances. Comment interprétez-vous ce positionnement stratégique du Sénégal qui semble vouloir attirer des capitaux des deux superpuissances? Quels sont les risques et les opportunités d'une telle approche en partenariat bilatéraux pour le Sénégal? Comment comprenez-vous cette stratégie? C'est une excellente question. Je pense que là, le Sénégal cherche on va dire, à jouer entre les deux puissances parce que la visite en Chine, on va dire, le fait que, par exemple, les Américains aient refusé déjà le visa à des joueurs déjà, et que le Premier ministre ait fait, on va dire, pris la position qu'il avait prise pour rapidement dire à la Chine, écoutez, vous êtes les bienvenus. Et ça, dans le même temps, si vous voyez que l'axe avec les États-Unis aussi rapidement prend une certaine forme, c'est que le Sénégal cherche maintenant à dire, écoutez, eh bien, la mariée, elle est là, belle, eh bien, qui traîne le pas risque de perdre. Du coup, chacun rapidement cherche à se ruer sur, et je crois que quelque part le Sénégal joue bien entre les deux, mais maintenant, il y a des risques. Puisque on va dire les relations entre pays, entre États, comme le disait bien, je crois, Charles de Gaulle, mais c'est bâti sur de l'intérêt. Des intérêts. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Si maintenant, celui qui semble être le meilleur partenaire ou le plus grand partenaire pense que vous êtes en train de jouer à un jeu qui n'est pas forcément celui auquel il s'attend, il pourrait y avoir un retour de bâton. Et je pense que maintenant, là, ça c'est une pente presque raide sur une ligne de crête sur laquelle le Sénégal marche. Et là, il faudra vraiment on va dire, de l'adresse, de l'habileté, du doigté sur le plan diplomatique pour s'en sortir sans frustrer les deux parties. Et là, c'est vraiment de l'alchimie. Parce qu'on est entre deux puissances. Absolument, deux puissances rivales. Il y a forcément des risques. La Chine et les États-Unis, depuis Obama, depuis presque 2008, les États-Unis ont procédé à une mise à jour de leur zone pivot. C'est une réorientation vers la zone Pacifique. Donc les États-Unis ont pensé jusqu'à ce que la guerre Russie-Ukraine éclate, mais ils ont pensé, à juste titre d'ailleurs, que l'enjeu ce n'est plus en Europe, l'enjeu c'est dans la zone Pacifique. Et tout ce que les États-Unis font depuis jusque-là, c'est de se préparer à un éventuel conflit avec la Chine, l'éternel rival. Absolument. Et les États-Unis sont extrêmement puissants sur ce plan-là, avec plus de 1,5 million on va dire militaires. Vous avez 11 porte-avions positionnés sur les 4 mers du monde, prêts à intervenir dans quelques minutes quand il y a un besoin. Donc, mais tout ce qu'ils préparent, c'est la Chine. Et ils se sont donné les moyens qui font que c'est le seul pays, c'est la seule nation qui est capable de mener simultanément deux guerres dans deux foyers différents. Maintenant, sur quelle durée, on ne sait pas. Mais tout ce que les États-Unis font, c'est la Chine. Ce qui fait que quand vous
on va dire, vous vous placez entre la Chine et les États-Unis, à un moment donné, quelqu'un comme Trump, il pourrait vous dire, écoutez, choisissez. Oui. Parce que Trump est très cash, souvent. Il peut vous dire, allez, choisissez. Ben justement, et ça me permet de revenir à l'appel du président Bassirou Diomaye Faye, l'appel aux investisseurs américains, particulièrement dans le gaz, où une entreprise américaine, Cosmos Energy, est l'opérateur principal du projet Yakaar-Teranga. La décision finale d'investissement pour Yakaar-Teranga a été envisagée pour le trimestre de 2025. Peut-on interpréter cet appel direct comme une volonté du Sénégal d'obtenir une forme d'intervention du président américain? Oui, on peut le penser. Oui. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que réellement, est-ce que le Sénégal est capable sur ce plan de veiller à ses intérêts de façon à ce que le discours, parce que moi je parle du discours des nouvelles autorités, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire un reset, de mieux négocier nos intérêts et ne pas brader nos ressources. Et c'est ça la chose là. Parce que les Américains, quand ils vont ailleurs... Parce que les discussions sont en cours sur les contrats concernant nos ressources. Exactement. Et ça les intéresse parce que c'est vrai, il y a ces ressources minérales, mais les minéraux, les Américains cherchent... Et le projet Yakaar-Teranga est particulièrement important. Extrêmement intéressant, surtout pour eux et pour le Sénégal. Donc, il faut maintenant que le Sénégal sache bien négocier pour ne pas perdre au change. C'est extrêmement important. Et ce n'est pas acquis parce que les Américains, ils ont les moyens de négocier et de défendre leurs intérêts, surtout que Trump, dans tout ce qu'il fait, c'est America first. Et là, il faut maintenant que le Sénégal dise aussi que le Sénégal d'abord. Mais comment maintenant s'y prendre? Là, il y a quand même du travail à faire. Attractivité et discours souverainiste. Je vais vous interroger sur les migrants expulsés parce que ça aussi, c'est un point important. Professeur François Durper, sur le positionnement stratégique du Sénégal, je le disais, le Premier ministre a fait une visite retentissante en Chine. Là, il y a cette visite du président Bassirou Diomaye Faye. Le Sénégal entre deux feux ou entre deux opportunités? Qu'est-ce que vous dites? Alors, je dis, vous savez que la différence entre souvent vous et nous, enfin journalistes, j'allais dire, et historiens, c'est souvent que j'ai souvent les deux casquettes, c'est pas pour opposer l'un à l'autre. Et souvent le journaliste met l'accent sur ce qu'il y a de nouveau dans les événements. Et l'historien met souvent l'accent sur l'histoire qui se répète. Donc j'allais vous dire quelque chose, c'est que le premier pays indépendant d'Afrique francophone, 1958, c'était la Guinée. C'était Sékou Touré. Et vous savez que Sékou Touré, à l'époque, c'était la guerre froide. Et la première chose qu'il a dû faire, c'était ce jeune chef d'État, qui avait même pas 40 ans, qui avait 38 ans, quand il est comme ça devenu chef d'État du premier pays d'Afrique francophone, eh bien, il se dit à quelle sauce je vais être mangé entre ces deux grandes puissances. Alors, il a décidé de définir ce qu'on a appelé du côté américain le pendulum tactique, la tactique du pendule. Et donc, il a finalement parlé avec l'un et parlé avec l'autre, parlé avec Moscou et parler, alors à l'époque c'était pas Pékin, c'était Moscou, parler avec Moscou et parler avec Washington. Et au moment où il allait aller à Moscou, il fait un voyage d'État à Washington, qui a d'ailleurs été extrêmement suivi, notamment par les Afro-Américains, qui étaient, vous imaginez, complètement enthousiastes de cette indépendance africaine. Et il a fait d'ailleurs la couverture du fameux magazine Ebony. Et donc il a défini cette stratégie très intelligente. Donc il y a, si vous voulez, cette histoire qui a ensuite été appelée un peu la stratégie du non-alignement, d'être capable de négocier avec plusieurs pays. Les grandes puissances ont leurs atouts, mais les petites puissances ont également leurs atouts. Oui, mais est-ce que ça implique quand même, pardon de vous interrompre, professeur François Durper, ça implique une certaine finesse diplomatique, n'est-ce pas? Exactement. Ça implique beaucoup de finesse diplomatique, mais j'allais dire, vous êtes en train de faire une tautologie. Diplomatie et finesse, ce sont des mots qui sont quasiment synonymes. Absolument. On l'oublierait presque avec Donald Trump. C'est vrai. Donald Trump, parfois, ne fait pas de diplomatie. On dit c'est une diplomatie sans gants. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ah oui, mais c'est pas une diplomatie du tout. La diplomatie, ça consiste précisément à faire l'appel là où il devrait y avoir la guerre. Et donc, ça nécessite nécessairement beaucoup de finesse, beaucoup de patience, et puis beaucoup surtout de respect de son interlocuteur.
Juste sur un point, les journalistes et les historiens, vous savez, s'entendent toujours, hein, parce que vous savez ce qu'on dit, le journaliste est l'historien du présent et l'historien est le journaliste du passé. Donc on va s'entendre. Vous parlez à un historien qui est journaliste, donc c'était absolument. On le disait. C'est pour l'intérêt de la démonstration. Tout à fait, absolument. Professeur Yankoba Seydi, parallèlement à ces discussions, donc parallèlement à cette rencontre, hein, cette table ronde entre le président Trump et les 5 chefs d'État africains, le Wall Street Journal, donc un journal américain, révèle que le département d'État américain avait transmis au Sénégal et aux autres pays participants une demande pour héberger des migrants expulsés. Rappelons que la Grande-Bretagne, quand même, avait eu le même deal peu ou prou avec le Rwanda. Ça ne s'est pas exécuté parce que le gouvernement conservateur est parti. Aujourd'hui, ce sont les travaillistes qui sont aux manettes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui au Sénégal? Je vais vous surprendre. Je crois que j'étais venu une fois, la dernière fois d'ailleurs, ici, après l'élection de Trump, quand la question m'a été posée, dans les mêmes termes, c'était de savoir est-ce que réellement les migrants... Non. Honnêtement, je pense que Trump, je vous l'ai dit, c'est un homme des médias. Trump aime le show, et le show permanent. Cette histoire avec les migrants, oui, c'est clair que il va faire du show, il va chercher, on va renvoyer certains. Oui. Mais qui a plus besoin de ces migrants que l'Amérique? Où une population est vieillissante, où il y a une... non, mais ça, c'est acté. Hein. Par exemple, avec le Panama, avec le Panama, il a déjà envoyé 100 migrants. Oui, Chérif, ne soyez pas... Le deal existe et il s'ouvre d'ailleurs aux pays comme le Kosovo et autres. Hein. Chérif, ne soyez pas trop naïf. Oui. Trump a l'art de faire du show. Quelles sont les mesures qu'il a prises, les mesures phares qu'il a prises et pour lesquelles il est allé jusqu'au bout? Regardez même avec les droits de douane. Les droits de douane. Oui. Non. Tout ça, c'est très kafkaïen. Tout ça, c'est pour entretenir sa base. Il y a une base que Trump nourrit au biberon, des idées qui... C'est-à-dire qu'ils ne veulent entendre que cela. On va pas s'éloigner. En même temps, on ne peut pas dire la même chose, par exemple, de la guerre en Iran, le Blitzkrieg, la guerre des 12 jours. Là, pour le coup, il est allé jusqu'au bout. Mais sur cette question-là, parce que ça concerne le Sénégal, est-ce que vous voyez aujourd'hui un pays comme le Sénégal accueillir des migrants expulsés moyennant une contrepartie financière? Ça, je laisserai maintenant les autorités politiques du Sénégal en décider. Mais cela m'étonnerait puisque je ne pense pas que ce soit déjà dans l'intérêt du Sénégal de le faire, mais que moi je ne serais pas surpris que Trump, parce que Trump, il y a le monde des affaires, c'est pas tout le monde qui entend cela. La base, oui, mais il y a le monde, les entreprises, elles ont besoin de cette main-d'œuvre, ça c'est à bas coût et ça c'est important. Donc si on veut vraiment les expulser, à quel rythme et à quel pourcentage, moi je ne m'emballe pas. Moi je pense que Trump ne pourra pas faire tout ce qu'il a promis, c'est pas possible. Parce que l'Amérique en a besoin. L'Amérique en a besoin. Qu'en pensez-vous, professeur François Durper? Rappelons que les pays devraient s'engager à ne pas renvoyer les migrants transférés vers leur pays d'origine jusqu'à ce que leur dossier d'asile soit traité. Qu'en pensez-vous? Je crois que si vous laissez faire Donald Trump, il prendra à la fois l'effet d'image et le résultat politique, expulser des migrants. C'est-à-dire qu'il aura à la fois pour effectivement un effet d'image dans le ID, mais il aura également le résultat de sa politique de pouvoir dire j'ai renvoyé des migrants comme je vous l'avais promis. Et vous vous souvenez peut-être de la première campagne de Donald Trump lorsque sur les plateaux télévision ou dans la presse, beaucoup disaient il parle beaucoup mais il n'appliquera rien de ce qu'il a décidé de faire. Et Donald Trump a fait beaucoup et il a tenu beaucoup de ses promesses. Et on a été extrêmement surpris qu'il le fasse. Je pense que dans la tête de Donald Trump, s'il peut faire de ces pays africains dont il ne connaît pas souvent le nom, il a insulté il y a quelques années, je vous rappelle, et il y a des enfants sans doute à cet âge, à cette heure, je ne répéterai pas le terme qu'il a utilisé pour désigner à la fois Haïti et les pays africains il y a quelques années. C'est vrai. S'il considère ces pays comme étant ce qu'il a dit, il n'y aura aucun souci
de les solliciter pour devenir des zones de transit ou de rétention, voire d'externalisation des frontières américaines. C'est quand même un des aspects forts de sa politique. Et vous savez, il y aura toujours des migrants pour les affaires américaines. Ce qui préoccupe Donald Trump, c'est de tenir ses promesses en matière d'immigration. Cette rencontre a permis aussi C'est un test de souveraineté. Oui, j'entends bien. Cette rencontre a permis de remettre l'Afrique, j'ai envie de dire, au centre du jeu. C'est peut-être le côté positif, professeur Yankhoba Seydi. Je ne suis pas sûr que c'est une façon de remettre l'Afrique au centre du jeu, puisque en réalité, Trump s'impose à l'Afrique. Ce n'est pas, on va dire, les forces sont tellement inégales que ce n'est pas tout à fait gratifiant pour l'Afrique. J'ai déjà cette rencontre. Non, je pense. Là, on regarde un peu la forme. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que le fait de montrer, parce que les photos vont parler quoi. Les États sont des opportunistes. Ça permet au Sénégal, par exemple, de sortir de cette situation, en tout cas budgétaire compliquée. Why not? Là, il faut voir ce que ça va donner, parce que Trump, encore une fois, c'est celui qui est prêt à vous promettre monts et merveilles tout de suite, et le lendemain, il ne se rappelle même pas qu'il vous a fait cette promesse-là. Donc, il ne faut vraiment pas se fier à Trump. Il n'est pas très fiable. Il n'est pas un partenaire fiable. Non, pas du tout. Et puis ça, il faut pas que les gens... Mais cette rencontre pourrait-elle préfigurer une nouvelle dynamique de dialogue plus directe et potentiellement différente des cadres multilatéraux habituels entre certains leaders africains et l'administration américaine actuelle? Si, parce que Trump a dit, il le dit depuis d'ailleurs même son premier mandat, lui, le multilatéralisme, c'est pas son affaire. Lui, il veut direct de pays à pays, donc bilatéral, et puis discuter sans... Voilà, et c'est ça qui l'intéresse. Et oui, je pense, moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait une suite après ce premier groupe de pays, qu'il y ait sous le même format d'autres pays aussi qui vont aller. Parce que de toute façon, puisque certains chefs d'État ont été reçus, eh bien, l'idée pour d'autres, ce serait, écoutez, mais nous aussi, nous sommes là, Trump doit nous recevoir et les gens vont faire des pièces de dème. Déjà que les ambassadeurs américains accrédités en Afrique ont déjà signé plus d'une trentaine d'accords, rien que pour les 100 premiers jours de Trump. Ça veut dire qu'il y a quand même, comme le professeur Duper le disait, la partie immergée de l'iceberg, il y a quand même une activité magmatique intense, souvent que les médias ne montrent pas, mais il y a quand même des choses à faire qui se font, et je crois que oui, il va y avoir du bouger sur ce plan-là. Mais de quelle manière, ça... On verra. On verra bien. Professeur François Durper, comment l'Afrique peut-elle s'assurer que sa voix collective soit entendue et ses intérêts protégés dans cette nouvelle ère de la diplomatie des deals sous Trump? Chérif, il y a déjà beaucoup de réponses dans votre question. C'est-à-dire, vous avez parlé de voix collective et de s'assurer collectivement. Vous avez déjà presque répondu à la question. C'est-à-dire, ce que n'aime pas Donald Trump, le multilatéralisme, ce que n'aime pas Donald Trump, ces organisations, par exemple l'Union africaine, ça ne m'intéresse pas de discuter avec l'Union africaine. Eh bien précisément, c'est une réponse, c'est une solution, l'Union africaine. Moi, je dirais que la période récente, on pourrait jouer effectivement de cette rencontre, mais on peut aussi se dire qu'elle a à la fois l'esprit de AGOA, c'est-à-dire cet accord de échange qui était censé aider le continent à se développer, qu'elle entérine la fin du USAID, qui était quand même un moyen quand même, enfin, il y a eu les aides américaines étaient quand même nécessaires dans de domaines de la santé, de l'éducation. Donc si vous voulez, je dirais simplement une chose, c'est que il y a une impasse dans la logique géostratégique de Donald Trump. Donald Trump dit souvent, je sers les intérêts de mon pays. Je suis élu par des Américains, je ne suis pas élu par des Galais, des Français ou que sais-je. Il a raison. Je défends mon pays. Faites comme moi. Mais sa logique, on ne peut pas lui en vouloir. Si vous voulez, biaisée. Non, mais elle est biaisée, cette logique. Parce que entre le plus fort qui dit je défends mes intérêts et le plus fort qui dit je défends mes intérêts et qui a beaucoup moins de levier pour défendre ses intérêts, la logique est biaisée, si vous voulez. C'est pour ça qu'on veut créer un monde et que certains chefs d'État, qui parfois sont des chefs d'État de puissance importante dans le passé, ont cherché à créer une logique internationale, une logique d'aide, de coopération,
notamment, vous avez vu, dans le domaine de l'environnement, on n'a pas du tout parlé avec Donald Trump. Ouais. On va demander à 4 milliards d'Africains demain de respecter des normes environnementales sans les aider, sans aider ce continent. Ouais. On fait tous partie, qu'on soit africains, européens, américains, d'une génération qui devra résoudre des problèmes planétaires. Absolument. Qui va mettre en jeu l'avenir de notre espèce humaine. Et donc, en cela, il faut une coopération. Je terminerai peut-être par un proverbe que j'aime beaucoup et qui dit quand deux éléphants se disputent, eh bien, c'est l'herbe qui trinque, hein, c'est l'herbe qui souffre. Tout à fait, absolument. Alors, si les Chinois ou Américains se disputent, j'allais dire que l'Afrique a de quoi être plus que de l'herbe pour les puissances. Elle peut être à son tour puissance, mais une puissance permet d'ouvrir vers un monde pacifique et un monde de coopération. Professeur Seydi, dans votre ouvrage le récent, Libéralisme, une affaire de philosophie et de liberté, une histoire de libération, vous faites une distinction claire entre le libéralisme axé sur la liberté individuelle et l'état de droit et le capitalisme, soulignant que ce dernier peut parfois entraver la liberté. Comment la doctrine des deals du président Trump, très axé sur le capitalisme transactionnel, se positionne tel par rapport aux idéaux du libéralisme que vous décrivez, notamment en ce qui concerne la promotion de la liberté individuelle et de l'état de droit, parce que c'est un point également extrêmement important dans les pays partenaires africains. Tout à fait. Ça n'a absolument... C'est un sujet, hein, l'état de droit. C'est un vrai sujet et ça n'a absolument et strictement rien à voir avec le libéralisme. Il faut que ce soit très clair. Et ça se comprend que depuis des décennies, tous ceux qui s'opposent, tous les collectivistes qui s'opposent au libéralisme, veulent fondamentalement confondre ou mettre dans le même panier libéralisme et capitalisme, parce que c'est une meilleure façon, c'est une bonne stratégie pour pouvoir descendre facilement et en flèche le libéralisme. Mais il y a quelques convergences sur certains points, mais ce n'est pas la même chose. Le libéralisme, c'est la croyance fondamentale en la liberté. Pendant que le capitalisme croit au capital, le libéral, lui, croit à la liberté. Or, les intérêts du capitaliste peuvent l'amener à mettre en danger la liberté. Et ça, le capitalisme, je ne vais pas utiliser la définition de Lénine, comme quoi le capitalisme est prêt à vous vendre même la corde avec laquelle vous allez le pendre. Tout ce qui l'intéresse, c'est le profit ici. Mais, évidemment, ça c'est pour tout le monde. Absolument. Mais il y a une distinction à faire entre les deux. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas tout à fait ces concepts qu'on manie souvent, on utilise de façon interchangeable. Ce n'est pas cela. Et Trump, ce n'est pas, heureusement qu'en Amérique, il y a cette... Quand on vous traite de liberal en Amérique, c'est que vous êtes un homme de gauche. Et les conservateurs. Lui, il est conservateur. Exactement, c'est un conservateur. Et entre les deux, eh bien, il est possible d'avoir dans on va dire la définition classique du terme tel que Hayek l'avait déjà dit quand lui-même avait été aux États-Unis pour déplorer l'usage qui avait été fait du terme que le libéralisme, la liberté ici c'est ce qui est mis en avant et la liberté, la seule, c'est celle qui est individuelle, ce n'est pas collective. La liberté, elle est d'abord individuelle. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Pour finir, professeur François Durper, sur les libertés et l'état de droit, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? Est-ce qu'on a des choses à apprendre? Est-ce que l'Afrique a des choses à apprendre des États-Unis? Sur certains points, les États-Unis ont à apprendre de l'Afrique. Je pense que, par exemple, sur la question le Sénégal est un pays qui a aboli la peine de mort. Et la peine de mort, elle est toujours en cours. Il y a des gens qui sont dans le couloir de la mort aux États-Unis. Donc, moi, je crois beaucoup plus que le mot universel, je crois que diversité. Le pôle glissant de l'écrivain guadeloupéen on doit faire naître diversalité. C'est-à-dire que chacun a un de l'autre. Et le soi-disant grand pays a un petit pays. C'était très intéressant ce qu'a dit de l'état de droit, de la liberté. Il y a la liberté évidemment politique.
Il y a les libertés économiques. La liberté économique, ça veut dire sans aucune limite entre le faible et le fort, et le plus faible. L'état de droit, elle a été plusieurs fois bafouée, notamment au cours de la période précédente. Peut-être citer à l'instant un pays. Vous savez qu'une région française, la Martinique, a fait des manifestations contre la fiscale l'année dernière. Oui. Et Donald Trump a simplement décidé que les gens nés en Martinique ne pourraient plus se rendre aux États-Unis. C'est absolument contraire à le droit international. Les Martiniquais sont des Français, citoyens français, avec des passeports français, européens. Oui, absolument. Alors évidemment, vous imaginez bien le président français qui peut s'agiter et peut se dire mais c'est complètement contraire à toute norme et tout droit international. Ouais. Donc je pense qu'il est très important dans la période qui arrive que l'Afrique puisse se faire entendre comme une des puissances à venir de proposition d'un monde mieux organisé autour de structures internationales fortes pour que demain, en fait, la puissance la plus importante, ce soit le tout collectif. Le tout collectif. Et pas une nation. Aucune nation ne pourra porter l'ensemble et l'avenir de la planète. Le tout collectif n'est plus l'ONU. Hein. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus aujourd'hui. De nouvelles Nations Unies, comme définit Immanuel Kant, des vraies Nations Unies. Oui. Merci beaucoup. On va s'arrêter là ce soir. Merci beaucoup. Il faut des hommes forts. Là, je prends le contre-pied de Barack Obama. Il faut pour que l'Afrique puisse être entendue, il faut des hommes forts et non pas des institutions fortes, non? Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'ai vu les gens s'emballer et s'enflammer avec ça. Bon, pourquoi? Je crois qu'il faut peut-être trouver un espace entre les deux. Parce qu'il y a des moments où, c'est vrai, il faut des hommes forts. Mais cette force de ces hommes-là doit être dans le respect strict de l'état de droit. Vous avez parlé de Trump, mais Trump n'est pas un modèle. Celui qui s'attaque aux juges, celui qui s'attaque aux magistrats, à tout ce qui bouge, tout ce qui est contre. Non, ce n'est pas cela. Et sur ce plan-là, on n'a pas grand-chose à apprendre de lui, justement. Donc, l'état de droit, c'est quand le droit est au-dessus de tous. Que vous soyez le président de la République, lui-même respecte exactement, le droit. Et que le citoyen ait tous les moyens de pouvoir aller devant les tribunaux, ester même ceux qui sont ses dirigeants au besoin. Donc là, sur ce plan-là, je pense qu'il y a quand même des choses... Merci beaucoup, professeur Yankoba. Ni homme fort d'un mot, allez-y. Ni homme fort, ni institution, ni homme fort, ni institution, parfois rencontrés dans leur administration. Je dirais, il nous faut des peuples forts, jeunes et éduqués. Oui, Vox Populi, Vox Dei. Merci beaucoup, professeur François Durper. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales et que vous enseignez à l'université Cergy de Paris. Et bonsoir chez vous dans la capitale française. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, professeur Yankoba Seydi. Et je rappelle votre ouvrage, Libéralisme, une affaire de philosophie et de liberté, une histoire de libération. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Attendez, j'ai une nouvelle idée.